Suite aux différentes interventions de cette matinée, on peut faire ressortir un certain nombre de points. Si le cadre réglementaire, notamment les hiérarchies des normes, est indispensable à connaître, la difficulté réside dans sa mise en œuvre adaptée au contexte local. Ce cadre réglementaire prône par ailleurs l'intégration des enjeux de la gestion de l'eau dans les documents d'urbanisme au travers des différentes lois successives. Et c'est bien l'objet des documents de planification présentés lors de cette matinée, puisque leur premier rôle est de définir les enjeux liés à l'eau à l'échelle du territoire concerné, depuis le bassin hydrographique, qui est assez large, jusqu'au PLUI, document opérationnel à la parcelle. On y retrouve systématiquement à tous les niveaux trois grands thèmes que sont l'eau potable, en ressources en qualité et en quantité, l'assainissement. Deuxième thème, la protection et la restauration des milieux aquatiques, en particulier les milieux humides et la trame verte et bleue. Les risques naturels, notamment les inondations par débordement et ruissellement. Ainsi, au sommet de la hiérarchie des documents de planification, le SDAGE, qu'on a évoqué, a pour objet, à l'échelle du bassin hydrographique, d'assurer une gestion cohérente et équilibrée de l'eau en quantité mais aussi en qualité. Le SDAGE 2022-2027 qui a été présenté confirme bien les mesures déjà engagées, mais en anticipant les futurs enjeux, notamment ceux évoqués tout au long de cette journée, c'est-à-dire développer des approches intégrées et concertées à l'échelle pertinente, renforcer et faciliter la prise en compte des objectifs de la politique de l'eau dans les projets et l'aménagement du territoire, travailler en transversalité avec plusieurs boîtes à outils importantes présentées par Franck Zoulalian. Le SAGE, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, on l'évoquera encore cet après-midi, m'apparaît important. En fait, c'est un outil non obligatoire qui relève d'une initiative locale, mais il se décline à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente pour l'eau, c'est le bassin versant qu'on a évoqué depuis le début de la matinée. Il vise à concilier la satisfaction et le développement des différents usages, en même temps que la protection des milieux aquatiques en tenant compte des spécificités d'un territoire. Son intérêt est bien d'être élaboré de façon concertée avec la clé qui s'appuie sur une bonne connaissance des enjeux de l'eau, petit et grand cycle, à l'échelle de ce bassin versant. C'est pour cette raison d'ailleurs que la LEMA de 2006 a prévu que les collectivités puissent proposer un SAGE, même lorsqu'il n'est pas prévu par le SDAGE. On peut d'ailleurs se poser la question, pourquoi ne pas généraliser ce type d'outil très intéressant. Quant au SRADET, récemment créé par la loi NOTRe de 2015, il marque une évolution aussi très importante, celui de la transversalité des politiques publiques, on est toujours dans le même objectif. En intégrant des schémas sectoriels thématiques, ce nouveau super schéma tend vers une planification régionale plus cohérente et stratégique. Mais c'est un exercice délicat. Chacun à son niveau se rend compte régulièrement de la difficulté de cette transversalité quand on souhaite la mettre en œuvre. Le guide présenté ce matin a le mérite de proposer concrètement la manière dont on peut intégrer les prescriptions de ce schéma dans les SCOT, mais aussi de les inscrire dans une approche transversale autour de 7 thèmes. Il reste que ces coupures qu'on est obligé de mettre qui sont nécessaires pour la présentation des différentes règles montrent aussi leurs limites. Par exemple, l'imperméabilisation des sols dont on a parlé est bien dans la transition énergétique et adaptation au changement climatique, ce qui est logique, mais d'un autre côté, à juste titre, le guide renvoie aussi à d'autres thèmes transversaux, comme le confortement des centralités et l'amélioration du cadre de vie. Ça consiste à prolonger la trame verte et bleue dans les espaces urbains, dans les îlots de chaleur. Et un autre thème, la maîtrise de la consommation de l'espace, qui fait partie des 7 évoqués. Tout est lié et effectivement, ce n'est pas simple. Autre document qui a évolué récemment, celui du SCOT, outil de conception et de mise en œuvre d'une planification stratégique intercommunale. Il couvre 95% de la population et 86% des communes. Depuis la loi Allure, renforcée par les ordonnances du 17 juin 2020, le SCOT est chargé d'intégrer des documents de planification supérieure que sont le SDAGE, le SAGE, le SRCE, le SRADET. Il devient donc un document pivot, on parle de SCOT intégrateur, ce qui permet d'ailleurs au PLU et PLUI et cartes communales de ne se référer juridiquement qu'à ce texte et à lui seul. Mais ça peut être quand même par rapport à ça un inconvénient si les acteurs locaux mobilisés pour ce PLU se limitent à ce texte, le SCOT, sans consulter les documents supérieurs et en particulier leur guide. C'est peut-être pour cette raison que la FNE, qui a présenté son guide tout à l'heure, souligne que d'une manière générale, les objectifs inscrits dans les âges sont souvent méconnus. Quant au PLUI, on est vraiment dans l'opérationnel. La présentation a montré que l'intégration des enjeux de l'eau et des milieux aquatiques
peut présenter différentes formes. Mais tous, par rapport à ce PLUI, on peut constater aussi que ça comporte différents documents. Ils sont des documents obligatoires, mais tous ne sont pas opposables aux porteurs de projet. Et ça, c'est important à souligner. Malgré tous ces documents, le rapport de présentation, le PADD, reste important et même essentiel dans le niveau et la qualité de prise en compte des enjeux de l'eau et dans les documents imposables tels que le règlement et les OAP, les opérations d'aménagement et de programmation. Donc ils doivent en effet respecter les choix et les orientations retenues dans le rapport de présentation et le PADD. Enfin, le rôle de conseil des experts des collectivités compétentes en milieu aquatique est essentiel pour que soit intégrée la problématique de l'eau dans les SCOT et les PLU. On a vu le cas du syndicat des sols, très intéressant, montrer que c'est même indispensable pour que ce syndicat puisse exercer ses compétences et ses missions. D'ailleurs, une recommandation d'un rapport du CGEDD en octobre 2019 souhaitait rendre obligatoire la consultation des autorités gémapiennes dans le bassin versant dont le bassin versant est concerné par les documents d'urbanisme lors de leur réalisation ou de leur révision. C'est bien le cas qui a été présenté. Donc, on va se retrouver tout à l'heure après la pause pour d'autres interventions, notamment sur le foncier et sur des exemples plus euh, toujours concrets. Donc, je vais laisser la parole à Corinne qui va vous donner peut-être quelques détails pratiques.